Hello, hello. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Je me présente pour ceux qui me découvrent. Je suis Chantal Blanchoin. J'ai créé cette chaîne il y a plus d'un an pour mettre en lien les gens qui sont en recherche de bien-être, sont en recherche de mieux-être, d'évolution personnelle, spirituelle. Et du coup, je vous fais rencontrer des personnes qui œuvrent pour notre bien-être, pour le bien-être de la planète en général. Je fais de belles rencontres et du coup, j'aime à partager, j'aime à les mettre en lumière pour vous les faire découvrir. Et mon intention, c'est vraiment de vous inspirer, de vous laisser attirer par ces personnes qui sont en capacité, parce qu'ils ont déjà fait le chemin, qui sont en capacité de vous aider à trouver vos solutions. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me soutenir, à liker, à partager. Aujourd'hui, j'ai un invité qui vraiment me parle beaucoup, son discours me parle beaucoup parce qu'il parle justement des débats, d'apprendre à discourir, à écouter et que en fait, on se rend compte que c'est très bon pour la santé. Donc, je vous présente Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Chantal. Alors, je tiens à dire qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une personne que tu connais bien. Tout à fait. Oui. Hein? C'est un Et ami. voilà, donc il s'agit de Jacques, c'est ça? C'est Jacques? Alain. Alain. Alain Toujours Delay. appelé Jacques. Voilà. Oui, non, c'est Alain. Alain Delay, qui m'a donné tes coordonnées et du coup, on a pu se mettre en lien. Et j'en profite pour lui faire un petit coucou et de le remercier de nous avoir du coup mis en lien. Parce que tu es quelqu'un qui aime les gens et ça se sent. Oui, bah, écoute, j'espère. J'espère que ce goût des autres va pouvoir transparaître un petit peu dans notre discussion. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti parce qu'on ne s'est pas rencontrés physiquement, mais quand on s'est contacté au téléphone, on est resté plus d'une heure. Enfin, on avait plein de choses à se dire. On avait l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. J'ai trouvé ça super chouette et j'ai vraiment aimé ce que tu m'as dit parce qu'au départ, quand tu m'avais pris quand tu as pris contact, quand on s'est contacté, je voyais pas trop en fait ce que ça pouvait apporter, ce que tu pouvais exprimer. Et là, quand tu m'as parlé de ce que tu faisais, ça m'a beaucoup touchée. Donc, eh bien, on va te laisser te présenter pour que tu nous expliques justement ton œuvre, hein, parce que tu fais de très belles choses et tes intentions. Merci. Alors, par quoi commencer? Peut-être par dire que j'ai été instituteur quand j'étais plus jeune et que dès que j'ai eu des élèves dans ma classe, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et que j'envoyais ça un petit peu de côté. Je mettais ça de côté. Voilà. On me posait des questions. Les enfants me demandaient, me disaient pourquoi mes parents divorcent, pourquoi mon chien est mort, pourquoi quelqu'un qui a volé quelque chose va en prison. Voilà. Et toutes ces questions, à chaque fois, je leur disais, c'est pas moi qui vais pouvoir te répondre, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton grand-père, c'est voilà. J'étais jeune, hein, j'ai l'excuse de ma jeunesse, mais un jour, je me suis rendu compte que toutes ces questions étaient essentielles et qu'elles avaient peut-être leur place dans une classe. Donc, je les ai notées. J'ai fait une liste sur plusieurs mois de toutes les questions que les enfants me posaient et je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait être abordé à l'école. Donc, j'ai institutionnalisé ce temps de débat, au départ très maladroitement, ça c'est certain. Je n'aimerais pas me voir, voilà, quand j'avais 25 ans, à mener des débats avec mes élèves. Mais en tout cas, je me suis lancé. Alors, j'avais l'impression d'être tout seul, comme c'est toujours le cas quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Mais en fait, ça existait déjà depuis longtemps, en particulier au Québec. Et je me suis très vite rendu compte que d'autres enseignants faisaient comme moi. Et donc, on a mis en place une sorte de réseau avec des camarades, d'abord des amis, puis ensuite avec d'autres personnes plus lointaines. J'ai participé à des colloques, par exemple. Le premier colloque qui a eu lieu en France, je pense que c'est le premier en 2003 à Rennes. J'ai participé à ce colloque et là, je me suis rendu compte que plein de gens faisaient comme moi, donc je n'étais pas du tout original. Mais ça nous a permis vraiment de mieux saisir un peu ce qui se passait dans cette parole de l'enfant. Puis ensuite, j'ai développé tout ça. Je suis devenu formateur, je suis devenu coordonnateur dans l'éducation nationale et aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à animer des débats dans les classes, mais aussi dans les maisons de quartier, aussi dans les EHPAD. Donc, j'anime des débats avec des personnes qui ont, et je dis bien des personnes,
qui ont entre 5 et 95 ans. Et voilà, ça fait vraiment partie de ma vie, je dirais pas au quotidien, mais chaque semaine, j'anime des débats avec des jeunes ou des moins jeunes. Et c'est ce qui t'anime en tout cas. Exactement. Ouais. Alors, animer un débat, ça veut dire que toi, tu n'as pas forcément la parole puisque tu es là en animateur. Et donc, du coup, comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça apporte? Je peux parler peut-être de ce qui se passe avec un groupe d'élèves, par exemple, mais ça peut se passer aussi avec un groupe d'enfants, ou comme je le disais, avec des personnes âgées. Donc, les techniques sont très différentes, mais dans une classe, on utilise souvent un support qui va être un court-métrage ou un album, un texte, un poème, n'importe quoi. En fait, tout permet de débattre. Puis à partir de ça, on va essayer de trouver des mots qui permettent de lancer un sujet. Donc, si on regarde un petit dessin animé où on voit une coccinelle qui se moque d'une mouche, on va pouvoir parler de la moquerie. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi pour les enfants de percevoir que derrière chaque œuvre, qu'elle soit une œuvre vidéo, un album, une photo, il y a une intention. Il y a un auteur derrière, il y a quelqu'un derrière. Donc, c'est aussi un peu l'éducation à l'image. Puis ensuite, à partir de ce mot, on va essayer de trouver des questions parce que finalement, le plus important, à mon sens, pour l'enfant, c'est se poser des questions. Voilà, tu sais bien, on sait tous que les enfants se posent mille et une questions. C'était l'origine un peu de cette aventure pour moi. Les enfants qui se posent des questions et comment on y répond. Mais c'est pas à nous d'y répondre, c'est à eux. Alors, ça dépend des questions, bien sûr. Si un enfant demande qu'est-ce que la Shoah ou qu'est-ce que la Révolution, évidemment qu'on va trouver un document qui va nous permettre de répondre. Mais si un enfant pose la question de savoir pourquoi il se met en colère dans telle situation, alors là, là, on arrive au débat philosophique qui n'est pas, on y reviendra peut-être, qui n'est pas un débat psychologique. Moi, je suis absolument pas un psychologue, ni encore moins un psychanalyste. Donc, tout l'art du débat, c'est d'essayer d'aider l'enfant à conceptualiser, en fait, tout ce qu'il pense pour l'aider à mieux réfléchir et à ouvrir son champ, à ouvrir le spectre de la pensée. Voilà, c'est vraiment l'enjeu. C'est large. C'est très ambitieux. Oui, voilà, oui. Mais c'est passionnant parce qu'en fait, on a tous été enfants et il y a tellement de questions auxquelles on ne nous a pas répondu qu'on reste un peu enfant et on reste sur notre faim, quelque part. Et en fait, on ne sait pas débattre, on ne sait pas faire cette analyse-là, du coup, de cette perception de nos émotions. Et du coup, on s'est coupé, c'est comme ça, et on ne va pas chercher plus loin. Donc, ça permet, ce que j'entends, c'est que ça permet de devenir plus conscient de ce qui se joue en nous. Oui, plus conscient de ce qui se joue en nous. Moi, je vois souvent des enfants à 7-8 ans qui, en même temps qu'ils parlent, découvrent ce qu'ils n'avaient pas imaginé d'eux-mêmes. C'est extraordinaire, ça. Un enfant de 6 ans, 7 ans qui est en maternelle ou au CP, on lui a rarement demandé de réfléchir à ce que c'était que la liberté pour lui, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Quand se sent-on libre? Quand ne se sent-on pas libre? Et ça, il y pense pour la première fois et ça émerge. Et au moment où il prend la parole, paf, c'est comme une bulle, en fait, et ça sort. Et nous, à notre âge, Chantal, je suis désolé, mais c'est plus rare quand même d'avoir cette possibilité de découvrir en soi quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il faut quelqu'un, un adulte, parce que les enfants ne le font pas entre eux. Aucun enfant ne va dire à un groupe d'enfants, tiens, on s'assoit, on va discuter de la liberté. Ça n'existe pas, ni les adolescents. Et c'est à nous, adultes, d'être en quelque sorte les arbitres, exactement comme un match de foot. On ne joue pas au football quand on est arbitre, mais on est là, on permet le jeu, et sans nous, ça ne se fait pas. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui vient pour mettre un cadre, déjà. Exactement, voilà. Ouais. Pour faire en sorte que ça puisse exister. Sinon, entre eux, et d'ailleurs nous, également entre adultes, c'est très rare de débattre. On va discuter le dimanche en famille, on va discuter. Bon, souvent, ça se finit pas toujours très bien parce que c'est celui qui parle le plus fort qui l'emporte. Or, le débat, c'est totalement pacifié. Il n'y a jamais de rivalité entre les gens. Il ne peut pas y avoir de rivalité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, quand tu parles qu'il s'agit de mieux se découvrir, c'est aussi découvrir ce que pensent les autres. Voilà, tout à fait. Et peut-être, parfois, changer d'avis ou modifier un petit peu sa façon de penser. Alors, juste une anecdote, si tu veux bien.
un débat que j'avais mené dans une mairie ou dans une maison de quartier, je ne me rappelle plus. Il était question de l'enfance. Et donc, durant ce débat, c'était un débat d'adultes. Et durant ce débat, la question a été abordée, avoir des enfants ou pas. Et il y a une femme d'une 60aine d'années qui prend la parole et qui dit de façon très posée, moi, je n'ai jamais eu d'enfant, je m'en suis toujours porté très bien et le sens de ma vie ne dépend absolument pas des enfants, etc. Et à côté de moi, il y avait une dame qui trépignait, je sentais qu'elle était très nerveuse. Et avant de lui donner la parole, après cette femme qui disait qu'elle n'avait pas eu d'enfant, je rappelle un peu les principes du débat, c'est-à-dire pas de jugement, pas de rivalité et chacun pense ce qu'il veut, est libre de penser ce qu'il veut. Et la dame me regarde et me dit, je vais attendre mon tour. Le débat continue et je lui redonne la parole quelques minutes après. Et là, elle me dit, merci Frédéric de m'avoir permis d'attendre parce que j'étais très en colère après cette dame qui pensait que la vie pouvait avoir de sens sans enfants, alors que pour moi, le sens de la vie, c'est les enfants. Mais en fait, je la comprends. Je comprends qu'on puisse penser différemment. Donc, tu vois, c'est vraiment tout l'enjeu, quoi. Et nous-mêmes, adultes, toi, moi, enfin, tout à chacun, c'est là-dedans, hein, politiquement, enfin, à plein de niveaux, on a du mal à entendre l'autre. Oui, c'est vraiment une ouverture, en fait. Oui. Voilà, parce que si on reste dans son système de pensée, eh bien forcément, ça tourne, quoi. On croit qu'on a raison, on veut influencer les autres, voilà. Bon. Et alors que si on se positionne, comme tu dis, mais vraiment de façon neutre, j'écoute, je reçois, j'écoute. Ah, il voit les choses comme ça. J'avais pas pensé ça. Mais attends, c'est une ouverture, c'est peut-être une porte que je peux prendre, explorer, expérimenter. Non, mais c'est super. En fait, ça nous traverse et ça ne doit pas nous bloquer. Et ce que dit l'autre ne doit pas rentrer en résonance négative avec ce qu'on pense nous-mêmes. C'est tout l'enjeu. Donc, c'est pour les enfants, pour les élèves, c'est un véritable apprentissage. C'est très, très, très difficile. C'est difficile pour tout le monde, mais pour un enfant de 5 ans, imagine pour un adolescent de 15 ans, alors là, c'est encore pire. Parce qu'on se sent visé par ce que pense l'autre. Or, l'apprentissage du débat, c'est exactement le contraire. C'est vraiment la démocratie de la parole. Ah oui, c'est de là que part la démocratie. Mais oui, d'abord, elle est partie de là, elle est partie de l'agora, elle est partie de... Et il n'y a pas, chez nous, en France, en tout cas, alors dans d'autres pays non plus, mais il n'y a pas d'espace où on peut comme ça se dire, tiens, ce soir, j'ai envie de parler. Alors, on peut aller dans un bar, bon, on peut rencontrer des gens, on peut aller téléphoner à des amis, puis se voir, mais il n'y a pas d'endroit dans notre société où il y aura un espace où organiser des débats. Ça n'existe pas. C'est quand même très étonnant. Alors, à ce moment-là, on va regarder la télévision, on va assister à des débats, on va aller à une conférence, on va voir quelqu'un qui connaît très bien un sujet, mais nous les citoyens, nous les gens lambda, en fait, on a tellement de choses dans notre tête, on pense tellement de choses passionnantes, que c'est quand même incroyable qu'il n'y ait aucun endroit où on puisse s'exprimer. Moi, je suis toujours étonné de constater ça en 2021. Bon. Qu'on puisse exprimer sans chercher à vouloir convaincre, sans chercher à être non plus influencé par les autres, juste exprimer. Alors, il y a des cercles qui se font maintenant, j'entends beaucoup, les cercles de femmes, le cercle mixte, etc. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que chacun exprime ce qu'il y a là sur l'instant présent, mais effectivement, c'est pas global, quoi. On n'en parle pas de façon naturelle. Tiens, je vais aller à un débat pour m'exprimer. C'est très intimiste. Alors, je suis pas tout à fait juste quand je dis ça. Je provoque un petit peu parce que notre ami Alain organise, entre autres, lui et d'autres, des temps de café sagesse. Alors, on avait mis ça en place des années ensemble tous les deux. Moi, je l'ai fait pendant 4 ans dans un bar. Et lui continue sur Bushman et sur Angers. Et j'ai le souvenir de ce bar, le mercredi soir, je crois, une fois par mois, qui était rempli de monde. On ne pouvait plus faire rentrer les gens. Donc, ce besoin-là, il est viscéral, véritablement. Quand j'anime un débat dans une maison de quartier, dans une mairie, dans un EHPAD, ils ne viennent pas parce que c'est moi qui l'anime. Pas ça du tout. Ils viennent parce qu'ils ont envie, les gens ont envie de parler, de s'exprimer gratuitement en plus. C'est toujours ce que je dis quand je commence un débat avec des adultes. Je leur dis, écoutez, on est là entre nous, il n'y a pas de caméra, on n'est pas sur TF1 ni sur Arte, donc on parle.
Il y aura un début, il y aura une fin, et quand on partira, il n'y aura pas de traces. Mais c'est pas grave, ce moment-là, il est essentiel, et il va nous faire du bien. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, c'est bon pour la santé, c'est vrai, c'est rigolo, mais c'est vrai. C'est bon pour la santé, comme de chanter, comme de marcher. C'est vraiment essentiel de pouvoir parler et être écouté. Exister en quelque sorte pendant 1 heure et demie. Et dans les EHPAD, c'est extraordinaire. Moi, je vis des moments dans les EHPAD qui sont aussi fabuleux que dans les écoles maternelles. Franchement, moi, voilà, je vais avoir bientôt la soixantaine et je suis avec des personnes qui ont 30, 35 ans de plus que moi et qui, aux portes de la mort, sont encore en train de dire, pour la plupart, je suis en vie, j'aime la vie et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. C'est vraiment très émouvant. Moi, je me sens très privilégié d'être invité. Oui, tu vois, ça m'émeut, je sais pas, ça monte là. Parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais été écoutés, en fait. Mais oui, mais tout à fait. Dans les EHPAD, je fais un petit sondage toujours pour commencer en leur demandant si les personnes qui sont présentes ont déjà participé à des débats. On va dire c'est 5%. C'est-à-dire que les personnes âgées aujourd'hui ont passé leur vie sans pouvoir s'exprimer en public, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est de parler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Alors, dans l'EHPAD, c'est un petit peu fermé. Mais quand je fais une animation de débat dans une maison de quartier, on invite, évidemment, c'est dans le programme de la maison de quartier. Donc là, par exemple, demain, je vais animer un débat dans une maison de quartier à Angers. Adolescents d'abord à 18h, puis à 19h avec des adultes. Donc c'est un programme, les gens viennent et ne se connaissent pas. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi. Parler avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est quand même incroyable. Oui, j'entends, ça c'est extraordinaire, mais déjà, être écouté au sein de sa famille, ben, c'est vrai que, tu vois, je pense que ça me touche parce que peut-être je ne me suis jamais sentie écoutée. Non, mais c'est une prise de conscience que, en fait, est-ce que j'ai le droit d'avoir mon avis? Est-ce que j'ai le droit d'exprimer? Quand on n'arrête pas de dire aux enfants, tais-toi, tu sais pas, tu comprendras quand tu seras plus grand. Mais tu te rends compte? Ouais, c'est fou. C'est fou. Alors, une autre anecdote. J'animais des débats il y a quelques années dans une maison de quartier dans le centre-ville d'Angers, dans un milieu très favorisé. Et au bout de 3 séances, le mercredi après-midi, je demande aux enfants, mais pourquoi vous venez à ce débat? Quelqu'un vous oblige ou... Parce que quand même, c'est un débat philosophique. On est là, assis, on ne bouge pas. C'est pas du football, c'est pas... voilà, c'est même pas un jeu. Et là, les enfants me disent, alors on vient parce qu'il y a un goûter. Bon, le choco-BN et le jus de fruits, ça nous motive. Super. Mais aussi parce que tu nous écoutes, toi, adulte, tu ne donnes pas ton avis, tu ne nous juges pas. Et alors là, le clou, c'est tu ne ris pas quand on dit quelque chose d'important. Donc, dans les familles favorisées, très favorisées, les enfants sont écoutés, même dans les familles moins favorisées. Mais enfin, quand on est dans un HLM avec 5 personnes dans le même appartement, 3 personnes dans la même chambre, avec des difficultés socio-économiques très importantes, c'est très difficile pour les parents de prendre le temps d'écouter. Voilà. Dans les familles où il y a tout ce qu'il faut, les enfants sont écoutés, mais ils ne sont pas pris au sérieux, ou très rarement. Donc, souvent, on voit bien, mamie, viens écouter le petit, là, ce qu'il a dit, et hop, et on fait répéter le petit comme un singe savant. Voilà. Là aussi, je caricature un peu, mais c'est ça. Alors que dans le débat, l'adulte est bienveillant et neutre. Et ça, c'est pas évident non plus. Parce qu'on a envie de dire aux enfants, mais tu penses ça, mais tu pourras pas penser ça, ou tu n'as pas pensé à ça. Non. On accepte ce qu'ils disent et on est là juste pour reposer des questions et pour les aider, en fait, à mieux penser. Ah ouais, mais dis donc, c'est une sacrée rééducation, quoi, en fait. C'est ça, ouais. C'est un renversement. C'est le maître ignorant dont parle Jacques Rancière dans un de ses livres. C'est-à-dire, on est, en tant qu'enseignant, mais en tant qu'adulte aussi, l'adulte ignorant. C'est-à-dire, on est, comme tu le disais tout à l'heure, on est persuadé toujours de mieux savoir que les autres. Déjà, quand on est avec des gens de notre âge, alors, a fortiori, quand on a en face de nous des petits bouts de choux, comme 3 pommes, qui ont 5 ans de vie ou 6 ans de vie derrière eux, bah, évidemment, on se dit, ben non, mais il faut tout leur faire, il faut tout leur apprendre, ils ont tout à apprendre. Mais c'est totalement faux. Ils ont, au niveau de la pensée, ils ont tout en eux, mais vraiment. Je le dis, mais en toute honnêteté, je sais pas. Ils ont tout en eux, simplement, il faut les laisser penser par eux-mêmes. Et ça surgit, ça sort. Et après, nous, adultes, il faut les aider à conceptualiser.
Donc, un exemple encore, tu me dis hein, si je suis trop bavard. Hein, ça me passionne, alors je vais avoir du mal, mais vas-y, je vais essayer. Un autre exemple qui s'est passé dernièrement dans un collège, ou dans un lycée, pardon, dans un lycée professionnel, où j'ai animé un débat sur la liberté. Et là, les jeunes de 16 ans avaient énormément de mal en fait, à conceptualiser leur pensée. Donc, ils sortaient sans cesse des propos qui parfois étaient très provocants, parce que c'est l'âge aussi. Et moi, mon seul travail, ça a été de leur dire, voyez là ce que vous dites. Quand vous dites qu'il y a certains pays où on a la liberté, d'autres qui l'ont pas, est-ce que vous connaissez les termes? Alors, ils connaissaient ou pas. Hein. Donc, moi, j'ajoutais, je mettais ça s'appelle la démocratie, quand on a la liberté de parole. Par contre, quand on l'a pas, ça s'appelle la dictature. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'en démocratie, on a la liberté, vous voyez? Et en fait, je creusais comme ça avec eux tout ce qu'ils pouvaient sortir d'une façon complètement spontanée, sans forcément savoir ce qu'ils disaient. L'un d'entre eux a dit à un moment, par exemple, on est libre de mourir quand on veut. Alors évidemment, les autres, non, c'est pas vrai, le suicide, c'est pas bien, tout ça. Et donc, en creusant, un élève a dit, les personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable sont libres de mourir. Il y a même des pays où ça se fait. Et là, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça? Ils ne savaient pas. Donc, j'ai écrit au tableau, j'ai mis, ça s'appelle l'euthanasie. Et en France, c'est interdit. Peut-être qu'un jour, ce sera autorisé. Donc, je les aide, en fait, en tant qu'adultes, à conceptualiser et à se dire, ça existe. Ce que je pense existe, ça a déjà existé, et ça a des conséquences, parce que d'autres ont parlé d'eugénisme à un moment. Carrément. Ils disaient, mais de toute façon, les personnes qui ont tué, il faudrait faut les tuer. Il faut même prévoir à l'avance ceux qui peut-être dans leur enfance, un jour, seront des futurs criminels. Et donc, il faudrait, en gros, les éliminer. Enfin, bon. Voilà le genre de truc. Et moi, je leur disais, ça porte un nom aussi. Ça s'appelle l'eugénisme. Et ça existait dans l'histoire. Et je vous engage à réfléchir avec votre professeur. Parce que ça a des conséquences. Et moi, je ne mets aucune morale. Jamais. Voilà. Donc, c'est un exercice périlleux parfois, mais ô combien passionnant. Oui, j'entends. Donc, notre intention, là, aujourd'hui, Frédéric, c'est vraiment… Enfin, pour moi, c'est évident, tout ce qu'on dit, sauf que c'est tellement évident que on n'en parle pas. Enfin, on ne le met pas en action. C'est tout le monde a le droit à la parole, oui, effectivement, oui, tout le monde. Mais vu qu'on ne s'écoute pas, ça n'a pas de sens, en fait. Donc là, mon intention, quand on a discuté ensemble, c'était de vraiment mettre au cœur de nos vies, en fait, l'écoute. L'écoute de chacun, parce qu'on peut parler, si personne nous écoute, ça n'a pas beaucoup de sens. On est d'accord ? Oui, c'est important ce que tu dis, c'est vrai, oui, parce que là, j'ai parlé un peu en tant que professionnel, mais sur ta chaîne, oui, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ces propos, mais comment mettre ça en action, en fait? Voilà, comment mettre ça en action? Donc, notre intention, c'était ça, c'était d'éveiller à ça, de s'éveiller à cette écoute active, c'est-à-dire, je suis pas dans le jugement, et si ça bouge en moi, comme tout à l'heure, ça a bougé, eh ben, c'est que ça parle de moi. Ça parle pas de toi, c'est que si ça remue à l'intérieur, c'est que ça parle de nous, et c'est pas l'autre qui est à contredire ou autre. Écouter vraiment, c'est tout un apprentissage. Et du coup, cet apprentissage-là, il peut se faire. Tu disais qu'il y avait des formations en fait. Oui. Oui, il y a des formations. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure et même à l'instant. C'est-à-dire, c'est pas aux autres de nous dire quoi et comment penser. C'est pas possible, ça. Ça marche pas, ça n'a jamais marché. Même dans les dictatures, il a fallu éliminer les gens qui pensaient pas comme les dictateurs. C'est la seule solution. Sinon, l'homme, l'être humain, pense. Et il pense indépendamment en fait des autres. Il a sa propre capacité. Et je pense que pour les enfants, ça c'est très très important. Et puis autre chose aussi, avant de revenir sur ton propos, c'est que tu disais tout à l'heure pouvoir penser avec des personnes qui pensent pas comme nous. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, par exemple, permettent de dialoguer, sans doute. Hein. Moi, je fais pas partie de ça, mais je sais comment ça fonctionne. Mais ça
ça ne permet de dialoguer qu'avec des personnes qui pensent comme nous. C'est-à-dire que, ou alors qui pensent contre nous, et là, ça devient la foire d'empoigne. Et aussi, même dans les livres, personnellement, je vais lire que des livres qui vont dans mon sens. Mein Kampf, je suis pas sûr de le lire, même si c'est sans doute très intéressant, voilà, pour aller dans l'extrême. Donc, c'est vrai qu'on est confronté à ça, et on a nos amis pensent comme nous, et on est toujours comme ça dans un milieu où les gens pensent comme nous. Alors, comment faire pour changer un petit peu les choses? Déjà, quand on est adulte vis-à-vis des plus jeunes, prendre au sérieux ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pas rire, mais ne pas non plus, comment dire, trop mettre en lumière non plus. C'est-à-dire qu'un enfant qui dit quelque chose, qui pense quelque chose, c'est normal. C'est rien d'extraordinaire. C'est une personne comme nous. Et d'ailleurs, il pense avant même d'avoir le langage. Il est capable de conceptualiser avant d'avoir le langage. Quand un enfant, par exemple, dans certaines MAM, on développe le langage gestuel et on apprend aux enfants à pouvoir exprimer des sentiments ou des envies. Et ça veut dire encore. Alors, je ne sais pas si on voit ma main, voilà. Ça veut dire encore. Mais encore, ce n'est pas un crayon. Un enfant qui va dire, qui va vouloir un crayon, c'est très, comment dire, matériel. Mais encore, rien que ça. Un petit qui a quoi, 15 mois, 16 mois, qui va faire ça. Ça veut dire qu'il a envie de quelque chose. Donc, il a déjà la capacité de mettre un symbole derrière une émotion. C'est incroyable. Et il n'est pas capable de le dire. Mais il le pense déjà. Donc, c'est évident que dès tout petit, l'enfant est capable de conceptualiser. Et il peut savoir, comprendre ce que c'est que la peur, la colère, l'envie, l'amour. Et donc, dès que le langage apparaît, il faut y aller, quoi. Il faut lui permettre de dire. Et dans les familles aussi. Alors, il y a des jeux de société qui existent. Il suffit d'aller dans des magasins spécialisés. Des jeux de société qui existent pour mettre en place des débats qui sont très, très bien faits. D'accord. Tu as des exemples de jeux? Avec des cartes. Alors, Dixit, par exemple, c'est un jeu qui permet d'inventer des histoires, mais aussi de penser. Donc, c'est rigolo parce que, en fait, on ne va pas dire à nos enfants, bon, allez, on s'assoit et on va réfléchir à ce que c'est que la liberté ou l'amour, mais on va jouer et là, ça va nous permettre de parler. Et il existe aussi donc des formations pour adultes, en particulier la Fondation Sève, qui a été créée par Frédéric Lenoir. Donc, il suffit de taper sur votre ordinateur SEVE, Fondation Sève. Et là, vous avez des formations dans toutes les villes de France qui sont mises en place pour justement apprendre à animer des débats. Donc, il y a des notions philosophiques, psychologie, au niveau de la psychologie des enfants, et mise en place de débats avec des techniques très particulières. D'accord. Donc ça concerne des enseignants ou simplement des parents qui ont envie d'être plus à l'écoute? Ouais, voilà, ça peut être des parents, ça peut être des enseignants, des animateurs, des éducateurs, toutes les personnes qui auraient envie de réfléchir à la place de la parole du jeune. Ah d'accord, c'est vraiment axé sur la parole du jeune. Oui. De l'enfant et du jeune. Ouais. C'est Frédéric Lenoir, en fait, qui s'est rendu compte qu'il y avait déjà en place des débats dans les écoles, entre autres. Il a fondé cette fondation-là pour former justement les personnes intéressées. Ben oui, parce que c'est pas simple. C'est pas simple d'être neutre, d'écouter, d'amener les informations qu'il faut sans donner son avis, sans juger. Ça n'a rien de simple. C'est pas en claquant des doigts. On s'improvise pas. Je sais pas comment tu dis, animateur. Oui, animateur de débat, oui. Et c'est pas simple. C'est vrai. Dans les écoles, c'est encore moins simple à la maison. C'est encore moins simple à la maison. Effectivement, comme tu dis, c'est un peu dommage qu'on ne se donne pas un temps d'échange. Il y a des familles sûrement qui le font. Ils appellent ça peut-être conseil de famille ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas si simple parce qu'il y a tellement d'enjeux émotionnels, tellement d'impact d'interaction. C'est ça, tout à fait. C'est difficile. Voilà, ce qui est plus facile quand c'est institutionnalisé à l'école ou dans une maison de quartier, dans une bibliothèque, c'est qu'il n'y a pas d'affect entre les gens. Donc l'animateur, moi quand j'anime un débat, je suis le papa, le grand-père, l'ami de personne. Je suis un professionnel, je viens animer un débat et en face de moi, il y a des personnes qui pensent et je ne les connais pas. Et c'est vrai que cette absence d'affect permet le débat. C'est beaucoup plus difficile. Je suis grand-père et jamais je propose à ma petite fille de s'asseoir pour faire un débat. Par contre, je profite de tous les moments où elle me dit, par exemple, papou,
tu ne vas pas mourir. Hein. Mm. Alors là, mais attends, on va s'asseoir, on va discuter de ça tranquille. Si je vais mourir un jour, tu vois, je suis encore très jeune, et hop, et on parle de sa conception de la mort, de ses inquiétudes. Mais il y a énormément d'affect, évidemment, mon cœur bat la chamade, enfin bon, j'ai les larmes aux yeux, bon, je te passe les détails. Alors que quand je suis avec des élèves, bien sûr que j'ai une position beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus facile en fait. Ok. Donc toi, tu animes actuellement, donc tu es dans le département du Maine-et-Loire. Tu peux proposer des choses comme ça s'il y a des communes où est-ce que tu peux animer ça? En fait, tu peux en dehors en dehors de mon temps de travail, donc le soir ou le week-end, je peux à la demande de n'importe quel organisateur, je peux animer des débats. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Ok. Dans n'importe quel cadre. Ça peut être aussi dans une entreprise. Oui, ça peut être dans une entreprise. Je ne l'ai jamais fait encore, mais ça pourrait se faire. Oui, tout à fait. Oui. Et par contre, je n'accepte pas toujours tous les thèmes qu'on me demande de faire. Parce que je pense que pour animer un débat, il y a certains thèmes qui, pour moi, sont difficiles, sur lesquels j'ai pas beaucoup réfléchi, donc je préfère décliner. Parce que ça nécessite quand même une forme de préparation, même si on ne sait pas du tout où le débat va aller, on a quand même à l'esprit, enfin, en tout cas, moi, j'ai à l'esprit une sorte de compteur, en fait, comme un compteur de voiture. Si, par exemple, on prend le thème de la peur, c'est sûr que quand on va commencer le débat, à n'importe quel âge, on va parler des peurs négatives, forcément. Les peurs qui font peur, les peurs désagréables, entre autres la peur de mourir. Mais il y a aussi, et ça je l'ai bien présent dans ma tête, il y a aussi des peurs très positives, des peurs très agréables. Aller voir un film qui fait peur, prendre le train fantôme à la foire, faire boue à quelqu'un, ça le fait rire. Voilà, donc il y a des peurs très positives. Et ça, dans notre tête, quand on anime un débat, il faut en avoir conscience parce que sinon, surtout chez les tout petits, on peut passer à côté en fait d'une anecdote en se disant il a dit ça, bon ok. Mais non, pas du tout, il a dit ça, sauf que ce que tu dis là, c'est qu'en fait, il n'y a pas que des peurs désagréables. Il y a aussi des peurs très agréables. Alors, on va essayer de réfléchir à ça. Et puis aussi des peurs vitales, des peurs qui sauvent la vie. Et ça, les enfants le disent très vite. Hein. Mais si on traverse la rue et s'il y a une voiture qui arrive et si on n'a pas peur, on se fait écraser. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans le débat, c'est ça. C'est ce champ des possibles et que l'enfant en particulier prenne conscience que dans sa tête, il y a toutes ces façons de penser et que tout ce qui paraissait négatif ne l'est pas forcément et que tout ce qui paraissait positif ne l'est pas non plus forcément. Le mensonge, on nous dit qu'il ne faut pas mentir. C'est très ancré dans notre société, dans notre civilisation à la judéo-chrétienne. Le mensonge, c'est mal, c'est péché, c'est tout ce qu'on veut. Sauf que on peut mentir pour faire plaisir aux gens quand on a un cadeau qu'on a oublié sur la table et puis notre maman arrive et nous dit c'est quoi ça? Si on lui dit c'est un cadeau dans 3 jours, tout est coupé. Et si on lui mente effrontément et si on dit oh non mais c'est pour un copain et hop on le lâche. Et aussi il y a le mensonge vital, hein, l'exemple bien sûr bien connu par exemple pendant la Résistance où un juste va cacher un juif et la Gestapo arrive et lui dit où est le juif? Il ne ment pas et il dit dans la cave. Donc on peut sauver des vies grâce au mensonge. Et pour un enfant, c'est extraordinaire de penser ça, parce que le mensonge peut exister, mais pas dans n'importe quel contexte. Voilà. Et c'est tout ça qui, moi, me porte énormément aussi. Donc, ça nécessite quand même d'avoir dans sa tête les idées à peu près claires là-dessus. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Et du coup, quel genre? Parce qu'à chaque fois, il y a un sujet. On ne peut pas débattre. Et non. Voilà. Ok. C'est la différence des cercles que je te parlais tout à l'heure, où là, chacun exprime avec ce qu'il a sur le cœur, là, pour le moment, à l'instant présent. Mais il n'y a pas de sujet. Chacun exprime. C'est une expression. Donc là, il y a vraiment un débat sur un sujet. Et du coup, oui, tu disais que les sujets que toi, tu n'abordais pas, c'est que au moment présent, tu te dis, non, ça, je ne l'ai pas travaillé, c'est pas clair pour moi. Ouais, je suis pas au clair, ou bien c'est pas un sujet philosophique. On me demande parfois d'animer un débat, mais c'est pas un sujet philosophique, c'est un sujet économique, c'est un sujet politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la philosophie, c'est tout le concept philosophique. Donc ça, c'est important. Donc plusieurs choses là dans nos dires, c'est-à-dire que tu proposes, toi, éventuellement, s'il y a des gens qui ont envie d'animer un débat dans leur commune, dans leur association, tu peux, puisque tu as une activité auto-entrepreneur en parallèle. Il y a des formations, si vous êtes intéressé par ce rôle que Frédéric vous présente, il y a des formations
n'hésitez pas à rechercher sur Internet, peut-être vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, au sein de votre famille, eh bien, être à l'écoute. Écouter sans rire, sans mettre trop d'importance. Effectivement, parfois, on a tendance à mettre de l'importance sur ce qu'un petit bout de 4-5 ans a dit et on en fait tout un plat et le petit, on voit bien, il comprend pas ce qu'on veut dire et on lui explique pas pourquoi on réagit comme ça. Et donc, du coup, dans sa tête, qu'est-ce que ça peut générer, effectivement. Ou alors, on lui explique, mais on lui explique trop vite et finalement, il n'a pas besoin de ces explications. Or, si on se pose, je donnais l'exemple tout à l'heure avec ma petite fille, voilà, papou, tu vas pas mourir. Bah, si, je vais mourir. Mais attends, viens, on va s'installer, on va discuter un petit peu de ça. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai peur que tu meurs. Ah, tu as peur que je meure. Et hop, et en fait, là, on va pas évidemment prendre un support, un tableau noir, etc. On n'est pas à l'école, on est en famille, on est avec son enfant, avec son petit enfant, son neveu, sa nièce, mais on va s'arrêter et on va finalement permettre à l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent, lui poser les questions et ne pas lui donner les réponses. À part moi, par exemple, oui, je vais mourir. Bon, mais pourquoi tu me demandes ça? Regarde, je suis en pleine santé. Et en fait, je me rappelle de cette discussion qui était très forte où il a été question de mon propre père, donc ma petite fille avec son arrière-grand-père me disant « Mais normalement, grand-papa va sans doute partir avant toi. Je dis « Écoute, normalement oui, à part que je tombe malade ou si j'ai un accident. Donc les générations, et maman et papa, ils partiront après toi. J'espère que oui. » Voilà, et donc ça dédramatise aussi un peu, j'espère, voilà, tout ce qui est du domaine de l'inquiétude, de la mort. Et moi, lui disant aussi, mais tu sais, le jour où je partirai, j'aurai vécu une belle vie, parce que j'adore la vie, et toi, je t'aime. Et quand je serai parti, tu penseras à moi, et tu seras encore heureuse de m'avoir rencontré. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là, c'est juste prendre le temps d'écouter et de dialoguer. Je crois que ça, c'est carrément essentiel, et la parole de l'enfant, elle compte autant que la nôtre, voire plus que la nôtre. C'est quelque chose que je dis souvent aux collègues aussi. La parole de vos élèves est plus importante que la vôtre. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de parler. On n'arrête pas d'expliquer, de dire faut faire ci, faut faire ça. On donne des injonctions, des objectifs et tout ce qu'on veut. Mais taisons-nous un peu. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et écoutons. Écoutons-les. Et laissons-les parler. Et permettons-leur cette parole. Ça suscite deux choses en moi. Ça suscite, quand tu parles du sujet de la mort, c'est un sujet qui est tellement fort pour beaucoup de personnes. De pouvoir en parler avec ses enfants ou ses petits-enfants, il faut déjà l'avoir bien travaillé soi-même. Parce qu'il y a tellement de gens qui évitent, qui dévient ça. Il y a plein de sujets comme ça. Et donc, du coup, ça en revient à dire que tout ce travail que j'invite à faire sur soi, pour être au clair avec soi-même, est hyper important justement dans la relation aux autres, avec les enfants, avec les petits-enfants. Voilà, je pense que c'est un chemin obligé. Pour ma part, et quand je t'entends, je me dis que ça confirme ce que je ressens. Et puis, deuxième chose, c'est effectivement nombre de professeurs, et moi j'ai fait une formation de formateur d'adultes qui s'appelait la formation la pédagogie active, où on apprenait justement à stop, ne donnez rien, ne versez pas votre savoir comme une bouteille d'eau qu'on verse dans un verre. La personne n'est pas un verre vide. Elle a déjà des choses en elle. Laissez ça s'exprimer. Et j'ai adoré faire cette formation parce que du coup, c'est une ouverture. Et j'ai fait des stages de formatrice et je me suis rendu compte que très peu de formateurs avaient cette formation-là. Ouais. Et donc, du coup, ils ont cette idée qu'il faut déverser le savoir. Et pourquoi il y a tant de gens qui décrochent? C'est que c'est inintéressant au possible. Ils se sentent pas concernés. Vraiment, une des principales conditions pour qu'un débat se réalise, mais à la limite pour que n'importe quelle action pédagogique se réalise, c'est que l'enfant, le jeune, doit se sentir concerné par l'affaire. Sinon, ça marche pas. Et donc, comment faire pour qu'un enfant ou un jeune se sente concerné par les mathématiques Et ça, c'est le travail du professeur. Et c'est pas non plus ce que tu dis là, et je partage complètement ton point de vue, c'est pas non plus une vision naïve de l'enfance. C'est pas « Oh, qu'ils sont mignons, ces petits-enfants ». C'est pas du tout ça.
c'est exactement le contraire. C'est une vision très sérieuse et je trouve essentielle. Alors, après, on est tous idéalistes. Hein. Moi, je fais le rêve qu'un jour, dans notre société, les enfants dans les écoles et ailleurs commenceront à débattre dès la maternelle et ne s'arrêteront jamais, jusqu'à la faculté, jusqu'à l'université. Parce que je vois bien ce qui se passe dans les lycées, par exemple, quand on me demande d'intervenir et que les professeurs ne l'ont pas fait. Mais il y a bien des choses qu'on ne fait pas. Et en plus, ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, avec qui je m'entends très, très bien. Donc, on travaille ensemble. Les élèves à 18 ans, on parlait des personnes âgées tout à l'heure, mais un enfant, enfin un jeune plutôt, de 18 ans, qui n'a jamais eu la possibilité de débattre, il faut le voir pour le croire. C'est incroyable tout ce qu'ils peuvent dire. Et en fait, ils ont tellement de choses à dire que parfois, ils n'y arrivent même plus, tellement c'est étonnant cette possibilité qu'on leur donne. Et ils n'ont jamais eu, je le redis, hein, mais ils n'ont jamais eu cette possibilité depuis qu'ils sont nés. Non, mais je veux bien te croire, parce que tous les adultes que nous sommes, est-ce qu'on a eu cette possibilité-là, hein? Donc, en fait, pour construire des adultes qui ont du discernement, qui peuvent avoir justement une pensée bien construite, ça serait un beau rêve. Ouais. On l'entend de plus en plus, hein, le dernier livre d'Alain Sanlave chez Gallimard, alors j'ai plus le titre en tête, mais là aussi, il suffit de taper sur ordinateur. Les derniers mots du livre, c'est ça. C'est pour qu'une vraie démocratie puisse avoir lieu, il faut que le peuple ait la parole. On ne peut plus supporter sans arrêt d'entendre ceux qui ont le pouvoir et l'argent, et je ne suis pas anarchiste, hein, mais parler à notre place. C'est pas possible. Il faut qu'ils prennent la parole, et pas forcément en manifestant, ou en cassant des vitrines, ou en se révoltant, pas du tout. Une parole constructive et positive, elle est essentielle à l'être humain. Mais c'est justement parce qu'on ne donne pas la parole que finalement ça finit par des dérives comme ça, effectivement. Et qu'on n'apprend pas à parler et à écouter. Parce que du coup, si on apprenait, on saurait prendre la parole sans rentrer dans ces dérives-là. J'ai retrouvé le titre du livre de Daniel Sanlave. Parole d'en haut, silence d'en bas. Voilà, tout est dit. D'accord, tout est dit. Bah écoute, c'est une belle conclusion. On va dire, cherchez à vous documenter si ça vous touche, si ça vous intéresse. Merci. Est-ce que tu as un autre message à passer, quelque chose qui conclurait? Peut-être pour finir, un tout petit, quelques lignes qui me parlent beaucoup d'un philosophe qui s'appelle Roger-Paul Droit. Il avait écrit ça il y a des années à propos du roman Le Monde de Sophie, là, où c'était une histoire. L'histoire de Sophie, et parallèlement à ça, il redressait un peu l'histoire de la philosophie. Et je voudrais juste lire ce petit passage, si tu me le permets, que je trouve bien sûr. Au contraire, vas-y. Entre enfants et philosophes, il y a ce premier point commun: n'avoir jamais vraiment pu s'habituer au monde. Toujours trouver étonnant, inexplicable, déroutant le simple fait d'exister, et puis poser des questions insolubles et simples, et ne pas vouloir les laisser tomber, et s'étonner continuellement que les choses soient ainsi et pas autrement, ou même simplement qu'elles soient. Voilà, ça c'est Roger-Paul Droit et je trouve ça sublime. Ouais, tu vois, ça me touche encore. Je pense que ce sujet-là me touche énormément parce que je pense que je me suis posé beaucoup de questions que personne ne pouvait y répondre, et du coup j'ai arrêté de m'en poser, j'ai arrêté d'être curieuse. À un moment donné, j'ai arrêté tout. Je me suis niée et du coup, on étouffe les gens en fait à ne pas. Oui, c'est très très courant, hein, parce qu'on finit par avoir honte de ce qu'on pense. Et en fait, c'est le contraire. Chaque personne, quelle qu'elle soit, a une valeur. Mais même le criminel, sinon, bien sûr. Sinon, il n'y a plus d'humanité. Donc le criminel est encore un être humain. Et dans les prisons, il y a aussi des débats. Hein. Je n'en ai encore jamais animé. Il m'est arrivé de faire un concert parce que j'étais musicien il y a quelques années dans une prison. D'accord. Dans une prison pour femmes à Rennes. Mais je n'ai jamais animé de débat. Mais je sais, j'ai lu des articles sur ça. Et il y a aussi des prisonniers, des gens de droit commun qui se lancent dans la philosophie grâce aux débats menés dans les prisons. Donc, tous les êtres humains ont le droit à la parole. Ils ont tous. La rédemption, elle existe pour tout le monde, en fait. Oui.
Merci Frédéric, tu vois, Merci c'est beaucoup. vraiment un beau sujet. Merci, merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt et n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des choses à exprimer à nouveau. À très bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Bon, et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais franchement, je suis touchée. Il y a quelque chose qui remue en moi, donc je vais aller y voir d'un peu plus près. J'espère que ça vous a touché aussi, que ça vous a parlé. Et puis, si vraiment c'est le cas, bien n'hésitez pas à explorer. Peut-être que vous avez aussi besoin, vous, de vous exprimer, de trouver un endroit, un espace où il est possible de dire les choses sans vous sentir jugé, sans vous sentir nul, sans vous sentir, sans vous dévaloriser. C'est hyper important. Et je vous assure que si comme disait Frédéric, on commençait déjà tout petit, je pense qu'on aurait moins de problèmes de santé, j'en suis persuadée. Parce que tout ce qui reste en nous se cristallise et tout ce qui ne peut pas s'exprimer, eh bien, ça crée des remous à l'intérieur. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail sur vous, à prendre conscience de tout ce qu'il y a là à l'intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc, trouvez cet espace. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker. J'ai besoin de vous pour que cette chaîne puisse continuer à vivre. Je sais que certains sont très friands de ces vidéos, donc je les en remercie. N'hésitez pas à me soutenir et surtout n'oubliez jamais que tout est possible, il suffit d'y croire. Alors, à vous de jouer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très, très, très vite. Au revoir.